Merci de nous rejoindre sur Canal 3. Au Bénin, pays aux 11 millions de politologues, on aime bien les débats, surtout les débats politiques. Et en cette veille d'élection présidentielle, la polémique enfle autour de la question de la prorogation du mandat. Patrice Talon pourra-t-il légalement et légitimement continuer à diriger le Bénin après le 5 avril prochain? La Constitution du 11 décembre 1990 révisée lui en donne le droit, mais des voix, et pas des moindres, s'élèvent et ne l'approuvent point. Outre la question de la prorogation du mandat, celle du parrainage occupe également une place de choix dans le débat public. Que faut-il retenir concrètement de ces dispositions nouvelles introduites par le constituant béninois? Comment comprendre la rétroactivité de certaines de ces dispositions? Nos questions, chers amis téléspectateurs, seront adressées à un des sachants qui anime en ce moment le débat. Il s'agit du professeur Victor Prudent Tokpanou, maître de conférence en sciences politiques, ancien garde des Sceaux, ministre de la Justice. Professeur Tokpanou, bonjour. Merci d'être venu sur ce plateau nous aider à mieux comprendre cette disposition nouvelle introduite par le constituant et surtout éclairer la lanterne des téléspectateurs, des concitoyens béninois qui également se posent des questions. Pour vous interroger, je suis avec Eman Aniabo. Eman, bonjour. Bonjour André Dossard. Bienvenue. Merci. Président Victor Tokpanou, bonjour, bienvenue. Bonjour. André vous a fait la question. Patrice Talon peut-il légalement et légitimement continuer à diriger le Bénin après le 5 avril 2021? Oui, bien sûr, puisque nous avons une constitution. Et que la Constitution a prévu en termes très clairs que le président actuellement en place restera là jusqu'à ce que le président élu en 2021 puisse prêter serment. Évidemment, à partir de ce moment-là, il n'y a absolument aucune raison pour qu'il ne puisse pas être président après le 5 avril. Oui, mais quand il prêtait serment en avril 2016, c'était pour 5 ans. Et oui, pas pour 5 ans, 45 jours. Non, j'ai entendu dire ça, oui. Mais écoutez, en réalité, quand il prêtait serment, il a prêté serment de préserver la Constitution. Et la Constitution a prévu en ses articles 154, 155, 156 les procédures de révision de cette Constitution. Donc c'est une fois, à partir du moment où les dispositions du titre 11 de la Constitution ont été respectées pour réviser la Constitution, je veux dire, je ne vois pas pourquoi on dirait après qu'il n'a pas le droit de le faire, quoi. Oui, ça fait plus de 40 jours supplémentaires à la tête du pays. Oui. Beaucoup de citoyens ne l'acceptent pas, qui sont un peu vent debout contre cette Ils ne l'acceptent pas peut-être parce qu'ils ne comprennent pas. Évidemment, lorsque vous dites aux gens, oui, vous avez été élu pour 5 ans et non pas 5 ans, 45 jours, et sans leur expliquer qu'on en est arrivé là, parce qu'on a décidé de faire des réformes partisanes importantes, parmi lesquelles la fameuse élection générale. On a décidé ensemble qu'à partir de 2026, on ferait désormais des élections générales comme on le fait au Nigeria, comme on le fait au Ghana, comme on le fait dans beaucoup de pays, parce que précisément le rythme des élections, malgré quelques avantages que cela pouvait représenter, avait beaucoup d'inconvénients. Donc, en partant de l'idée qu'on déciderait désormais de faire sur 5 ans les élections sur 1 an, et que même on n'utiliserait pas toute l'année électorale pour les élections, mais seulement le premier semestre, de janvier à mai, cela nécessitait donc quelques réajustements techniques. Et ce sont ces réajustements techniques qui ont conduit justement à ce décalage de quelques jours par rapport au premier tour. En fait, c'est 5 jours, puisque en réalité, on a décidé que non seulement les maires et les élus communaux qui ont été élus en 2020 resteront là jusqu'en 2026, parce qu'on a décidé de commencer les élections générales en 2026. Il fallait donc commencer par réajuster. Il ne faut pas attendre 2026 pour dire on veut faire les élections générales. Donc du coup, il fallait anticiper. En anticipant, il y avait les élections communales. Normalement, c'est 2020-2025. On a décidé qu'ils resteront jusqu'en 2026 pour pouvoir aller aux élections générales de 2026. Donc ça fait une prorogation de mandat de 1 an qui n'a dérangé personne au demeurant. Bien. Ensuite, pour les députés, il a fallu qu'on décide que ceux qui seront élus en 2023, qui vont attendre les élections générales de 2026, eux,
Ils ne pourront pas faire 4 ans, alors que le mandat constitutionnel est de 4 ans. Donc, ils vont faire 3 ans. Et donc, il restait le dernier mandat, qui est le mandat présidentiel, qui, lui, en principe, devait s'achever le 5 avril. Et on s'est rendu compte que si on enclenche la procédure des élections, parce qu'on a décidé de faire les élections en 6 mois, que les premières élections auront lieu en janvier, deuxième dimanche du mois de janvier. On fera les communales et les législatives. On donnera 3 mois aux partis et aux organes chargés d'organiser les élections, donc Sénat, Cour constitutionnelle, de reprendre du souffle pour organiser la présidentielle. C'est ainsi qu'on a décidé de faire la présidentielle le deuxième dimanche du mois d'avril. Et s'il y a un deuxième tour, puisqu'il y en a toujours eu dans notre jeune histoire politique, on fera le deuxième tour seulement. Le deuxième. En 2011. Oui, sauf en 2011, on a eu le chaos. Donc effectivement, quand vous reprenez ces dates-là, vous vous rendez compte qu'effectivement, le mandat initial devait finir le 5 avril. Mais si on veut faire les élections, le premier tour, le deuxième dimanche du mois d'avril, pour tenir compte de cet impératif-là, à ce moment-là, on se retrouve avec un décalage de 5 jours. 5 avril, 11 avril, parce que le deuxième dimanche tombe sur le 11 avril. Ce n'est que dans l'hypothèse où il y a un deuxième tour qu'il faut rajouter 4 semaines de plus, parce qu'on a décidé qu'entre les deux tours, désormais, il y aura un mois. Contrairement d'espace pour nous éviter la situation de 2001 et de 2006. Exactement. Parce qu'en 2001, effectivement, le président, à la suite du désistement du président Sogo et du président Adrien Roubedi, la Sénat a eu des difficultés pour l'organisation matérielle dans le délai de 15 jours. Électorale à l'époque. Encore plus en 2006. Voilà. En 2006, il n'y a quasiment pas eu de campagne. Donc on s'est dit, pour anticiper sur tout ça, on va fixer le deuxième tour 4 semaines après, et le 4e dimanche du mois de mai, le président élu prendra service. Donc c'est ce décalage-là, consacré au réglage technique, qui fait que le président va se retrouver avec ces quelques jours supplémentaires. À partir de ce moment-là, la question qui s'est posée, c'est de savoir si c'était légal. Oui, c'est légal, parce que la Constitution qui a prévu, les modifications qui ont prévu justement les élections générales, ont anticipé et ont dit que le président élu en 2016 restera en fonction jusqu'à la prise de fonction du nouveau président qui sera élu le deuxième dimanche du mois d'avril si c'est le premier tour, le deuxième dimanche du mois de mai s'il y a deuxième tour, et puis donc 4e dimanche du mois d'avril pour prêter serment. Donc, avant de continuer, légalement, il n'y a absolument avant de continuer sur justement ces nouvelles dispositions, a-t-on manqué de sensibiliser, d'informer ces citoyens qui aujourd'hui se lèvent justement à quelques encablures de la présidentielle pour soulever cette question de la prorogation? Comment expliquer ça? Est-ce que la polémique des 45 jours a-t-elle vraiment sa raison d'être? Elle a sa raison d'être parce que vous êtes sur le plan, dans le champ politique. Dans le champ politique, il faut toujours en trouver un pour essayer de déstabiliser le camp d'en face. Moi, je considère que c'est un débat politique légitime, hein, ceci dit. Donc le problème qui se pose, c'est pas tant la légitimité du débat, mais c'est la légalité de la démarche. Parce que moi, quand j'entends dire que ce n'est pas légal, il sera illégal, il sera illégitime, je veux dire, là, on exagère. Mais si c'est dit par des politiciens qui sont dans leur rôle d'acteurs politiques, de contester et de faire ce qu'ils veulent, moi, je n'ai absolument pas de problème. Mais de façon technique, il faut pouvoir aussi expliquer aux compatriotes que ce n'est pas parce que les politiciens le disent que forcément ils ont raison. Et que surtout qu'il y a une procédure légale qui a été respectée. Justement, ce n'est pas que des politiques qui en parlent. Il y a des sachants, des techniciens qui en parlent et qui notamment mettent l'accent sur la rétroactivité de ces. Et donc, je demande pourquoi est-ce que le mandat initial qui est de 5 ans va être prorogé alors même que la loi n'a pas prévu expressément la rétroactivité des réformes. Aussi, la loi l'a prévu. La loi l'a prévu, c'est l'article 157-3 du nouveau, l'a prévu dès l'instant où. C'est-à-dire qu'il y a peut-être une erreur technique, mais je pense que celui dont vous parlez ne l'a pas dit comme ça. En réalité, dès l'instant où
dans les dispositions transitoires, la loi prévoit qu'elle est applicable au mandat en cours, c'est ça qu'on appelle expressément rétroactive. C'est tout. C'est-à-dire qu'il faut le dire expressément. Et ça a été dit. Donc à partir de ce moment-là, il n'y a pas de problème légal. C'est si ça n'avait pas été dit, notamment cet article 157.3, si ça n'avait pas été dit clairement dedans, évidemment, on va dire, mais ça se trouve où dans la nouvelle Constitution? Ça ne se trouve nulle part. Alors que là, ça s'y retrouve. Donc à partir de ce moment-là, je ne vois pas de problème. Les conditions de rétroactivité sont bien réunies pour ces dispositions. En fait, c'est ce qu'il faut peut-être bien expliquer à vos auditeurs. C'est vrai que la règle générale consiste à dire que la loi ne rétroagit pas, mais dispose pour l'avenir. Sauf que c'est une règle. Et comme on dit en français, toute règle a des exceptions. Et ce sont les exceptions qui font la règle. Et il y a 3 exceptions à cette règle. 3. La première, c'est ce qu'on appelle les lois expressément rétroactives, c'est-à-dire celles qui le disent. La deuxième, c'est ce qu'on appelle les lois pénales douces. C'est-à-dire que vous êtes condamné, vous savez, il y a ce qu'on appelle le principe de la légalité des peines, c'est-à-dire qu'au moment où vous commettez un acte, si ce n'est pas considéré comme un crime, on ne vous poursuit pas pour cela. Et quand on vous poursuit, au moment où vous avez commis l'acte, s'il y a des sanctions prévues, c'est les sanctions qu'on vous applique. C'est ce qu'on appelle le principe de la légalité des peines et la légalité des délits et crimes. Bien. À partir de ce moment-là, lorsque vous êtes, entre-temps, les députés ou l'Assemblée nationale décident de réduire la peine prévue initialement à ce crime-là, peut-être parce qu'il y a eu des connaissances nouvelles qui ont permis de voir que peut-être il y a une part d'inconscient dans la commission de tels actes, etc., le député dit désormais, cette peine qui était évaluée à 12 ans de prison ferme, je donne un exemple, décide que désormais ça passera à 6 ans de prison ferme. C'est ça la loi nouvelle, la loi pénale nouvelle. Et donc celui qui est en cours de procès, qui a commis l'acte, à un moment où c'était encore à 12 ans de prison, qu'il y a une nouvelle loi qui a adouci la peine, il profite parce que justement la loi est intervenue. Et puis il y a troisième exception très claire, c'est ce qu'on appelle les lois interprétatives. Dans notre pays d'ailleurs on a eu cette discussion il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps, pendant la commémoration. Voilà, il y a eu une loi interprétative. On considère la loi interprétative comme antérieure et faisant corps avec la loi. On ne dit pas à ce moment-là, voilà, et ça j'avais entendu beaucoup de gens le dire parce que moi, certainement ils ne le savaient pas, mais dès l'instant où c'est une loi interprétative, on ne lui demande pas de disposer pour l'avenir, comme certains ont pu le dire, elle fait corps avec la loi au départ. Donc la situation actuelle, on se retrouve dans le cas de la première exception. Donc, expressément rétroactive. Alors, pour ceux qui pensent que c'est plutôt parjure, c'est Patrice Talon, alors qu'il a prêté serment le 6 avril 2016 et qu'il devrait quitter le pouvoir en 2021, le 6 avril. Que répondez-vous à cela? Je leur réponds que la procédure de révision constitutionnelle est dans la Constitution sur laquelle le président Talon a prêté serment le 5 avril. Et dès l'instant que cette procédure a été respectée, on ne peut plus lui parler de parjure. Si la procédure n'avait pas été respectée, s'il n'y avait pas eu de révision dans les formes normales, et que le président décidait de lui-même de rester, oui, on lui dirait qu'il fait parjure. Mais on n'est pas dans ce cas de figure. Et puis, comme je dis, si le président doit faire parjure, ce n'est pas pour 45 jours consacrés aux élections. Parce qu'en fait, si vous voyez bien, les 45 jours-là sont consacrés en fait à la procédure électorale. Bon, franchement, tous les présidents qui ont les leviers de pouvoir dans les différents pays et qui ont voulu modifier pour rester, ce n'est pas pour 45 jours. Quoi. Vous semblez minimiser ces 45 jours, même dans la vie d'une nation, c'est mais non. Il y a des situations qu'il ne faut pas dramatiser parce que vous savez très bien que c'est pour des raisons impérieuses, c'est pour des raisons techniques et dans la vie d'une nation, il peut aussi arriver des situations extraordinaires, c'est même prévu par la Constitution, à supposer que le coronavirus ait tué tout le monde.
Vous allez faire les élections le 11 avril? On va toucher du bois parce que... Voilà, donc, non, c'est pour vous dire que ça n'est pas minimisé, mais c'est juste tenir compte des situations impérieuses, des situations techniques qui s'imposent. Il y a des détracteurs, justement, de cette nouvelle disposition qui estiment que le constituant béninois qui agit n'était pas fondé à opérer, à procéder à cette modification-là de la loi pour permettre, par exemple, à Patrice Talon de rester au pouvoir 45 jours supplémentaires. Comment vous réagissez par rapport à ça? Je ne suis pas sûr d'avoir très bien compris votre question, mais je sais que certains ont dit que la légitimité de l'Assemblée nationale. Oui, mais moi je ne vais pas statuer là-dessus. On a une Assemblée nationale. Évidemment, les politiciens diront jusqu'à la fin du mandat que les députés là sont illégitimes. Bon, il ne me revient pas à moi, qui n'est pas dans le champ politique, de dire ça. Mais bon, je veux dire, il y a eu des élections. Tout le monde sait que... On va parler de la qualité justement de l'Assemblée nationale qui a conduit c'est moi, il y a absolument voilà, on va élaborer sur cette question-là dans un instant. Le temps de vous permettre de nous dire, professeur Victor Tokpanou, est-ce que l'argument de l'alignement des mandats suffit vraiment pour justifier tout ce qu'on a pu faire là? Oui, ça suffit parce que si vous décidez de faire cette réforme-là, elle impose des préalables techniques. Je veux dire, quand vous décidez d'aller vers des élections générales, il y a 3 problèmes techniques qui se posent, qu'il faut nécessairement régler. Le premier, c'est la question de l'alignement des mandats. C'est-à-dire que si vous avez des députés qui sont élus pour 4 ans, un président qui est élu pour 5 ans et des conseillers communaux pour 5 ans, forcément il y aura des décalages. Parce que les 4 ans des députés finiront avant les 5 ans du président de la République, donc ça va faire un décalage d'1 an, et après ça va être 2 ans, 3 ans, 4 ans, et on recommence à 0. Donc il y a un préalable. Il faut aligner les mandats. Et donc nous, on a décidé au Bénin d'aligner les mandats sur le mandat présidentiel. On aurait pu faire comme aux États-Unis, aligner sur le mandat des députés à 4 ans. Mais on a fait le choix en considérant que la présidentielle dans la vie politique béninoise était la clé de voûte, c'était quasiment le cœur même de la vie politique, et donc en conséquence, il vaut mieux aller vers cela. Ça, c'est la première contrainte technique qu'il fallait régler. Deuxième contrainte technique, c'est la vacance du pouvoir présidentiel. Nous sommes des humains. On peut élire un président et que 2 jours après, il décède. Tout comme ça peut arriver au président de l'Assemblée nationale, comme ça peut arriver au maire. Sauf que pour le président de l'Assemblée nationale, pour le maire, on a prévu déjà un mécanisme de remplacement. Or, dans le cas du président de la République, on avait dans l'ancienne Constitution 3 hypothèses. La première, c'est lorsque le président de la République était absent du territoire, ce n'était pas une vacance prolongée, il prenait un décret pour désigner l'intérimaire. Deuxièmement, lorsqu'il était mis en accusation, on a décidé que c'est le président de la Cour constitutionnelle qui le remplacerait pendant la procédure, ce qu'on n'a pas dit à l'époque d'ailleurs. Heureusement que ça n'est jamais arrivé, mais à l'époque, on n'avait pas dit que le président de la Cour constitutionnelle, n'étant pas un élu, aurait pu se retrouver à la tête de l'État, que la procédure devant la Haute Cour de justice aurait pu durer le reste du mandat. Donc le président de la Cour constitutionnelle aurait été président intérimaire jusqu'à la fin du mandat. Non élu, ça n'avait quasiment jamais dérangé personne. Il y avait la troisième hypothèse, la disparition du président de la République. Dans cette hypothèse-là, on avait prévu que c'est le président de l'Assemblée nationale qui le remplaçait pour 3 mois, au terme duquel il organisait une élection. Donc, si on se retrouve dans le cadre des élections législatives avec un décès du président en cours de mandat, forcément, on sera obligé de reprendre les élections si le président de l'Assemblée nationale lui succède. Et donc, il fallait trouver une autre solution. C'est là où on a trouvé la solution la plus commune, bien connue, de vice-président. Ça existe aux États-Unis, c'est arrivé lorsque Kennedy est décédé, son vice-président a prêté serment dans l'avion qu'il ramenait à Washington. C'est arrivé aussi dans la sous-région avec le Ghana qui a perdu un président, le vice-président lui a succédé, c'est arrivé aussi chez nos voisins du Nigeria. Donc on avait ça, on avait déjà du vécu, donc c'était plus facile d'aller vers ça. Donc c'est comme ça qu'on a fait ce truc-là. Après maintenant, le troisième problème, c'était la date de la première élection générale. Voilà. On commence quand? C'est là où la première proposition qu'on a eue, les gens ont dit tout de suite 2020.
Parce qu'à l'époque, il y avait des gens qui se disaient, comme justement, ils ne reconnaissent pas la légitimité de cette législature, il faut écourter cela. Oui. Sauf que, ce qu'ils n'ont pas dit, c'est qu'en écourtant le mandat des députés, on écourtait de facto le mandat du président de la République, puisque lui était élu jusqu'en 2021, donc on l'aurait écourté d'1 an. C'était juste pas possible. Bien. Donc, deuxième hypothèse, les gens ont dit, ok, on laisse passer 2020, mais on profite de l'occasion de 2021. C'est la fin du mandat présidentiel. C'est la fin du mandat présidentiel. Mais là, ça revenait donc, là aussi, soit à proroger le mandat des députés, puisque on écourtait les élus communaux, et puis on écourtait celui des députés. Donc on aurait pu faire ça aussi. Ça aussi, pour les mêmes raisons, ceux qui allaient voter la réforme, c'était quand même les députés, vous leur demandez de se faire harakiri en réduisant leur mandat. On vous dit non, de toute façon. Donc ça aussi, c'est passé. On avait donc la troisième échéance, c'était 2026. Non, on est là en 2021 déjà. Donc il y a 2026. Alors on dit oui, ok, on va aller pour 2026. 2026 supposait donc quoi? Ça supposait qu'on décide que les élus communaux qui seront élus en 2020, au lieu que leur mandat finisse en 2025, parce que c'est 5 ans, exceptionnellement, ils vont finir en 2026, pour pouvoir attendre les élections générales. De la même manière pour les députés. Ceux qui sont là en 2019, leur mandat finit en 2023. Donc il faudra réunir de nouveaux députés en 2023. Mais comme on va à des élections générales en 2026, on a décidé qu'ils ne resteront que 3 ans au lieu de 4 ans. Voilà, les futurs députés de 2023. Ils ne resteront que 3 ans et non pas 4 ans. Et après, maintenant, il restait le problème du président de la République. Si on décide de régler les problèmes liés aux imperfections de l'article 47, comme on vient de le dire tout à l'heure, des histoires de 15 jours, et qu'on décide que les premières élections législatives et communales auront lieu en janvier et que la présidentielle aura lieu en avril, le décalage se pose. Donc on a pensé que c'était le moindre mal, 45 jours. Après tout, pas pour permettre à un président de faire la fête, mais juste pour pouvoir ajuster cela. J'ai entendu des critiques. Certains ont dit oui, mais on aurait pu également le faire en 2026. C'est-à-dire ne pas réajuster le calendrier maintenant et le faire en 2026. Le président qui a inspiré ou impulsé cette réforme attend plutôt 2026 pour le faire. J'ai répondu de façon simple. On aurait pu le faire aussi en 2031. On aurait pu le faire en 2036. On aurait pu le faire, Mais on vous dit qu'il y a juste un décalage de 45 jours. Évidemment, à force de dramatiser, les compatriotes ont fini par penser qu'il s'agissait d'un président qui veut s'éterniser au pouvoir. Mais c'est pas ça, s'éterniser au pouvoir. Il y a des gens qui ont modifié leur constitution en faisant sauter la limitation des mandats, en faisant sauter les critères d'éligibilité, notamment les conditions d'âge. Vous imaginez ce qui se serait passé au Bénin si c'est ça qui avait été fait? Est-ce que l'ajustement des élections tient également à la question du parrainage? Non, ça c'est notre problème, le parrainage. Le parrainage, que c'est les députés qui seront élus quelques jours avant, qui pourront parrainer les candidatures. Est-ce que c'est vraiment ça, ou c'est pas ça la compréhension qu'il faut avoir? Non, pas du tout, ça n'a rien à voir. Le parrainage commence là en 2021, pas en 2026. Oui, donc c'est pas pour ça. Oui, on y est. En fait, c'est les critères d'éligibilité qui ont été renforcés. Oui, tantôt vous disiez que quand la révision a lieu dans les formes normales, est-ce que pour vous la révision de la Constitution a eu lieu dans la forme normale? Oui, absolument. Avec un Parlement qu'on qualifie de légitime, monocolore. Vous connaissez un seul passage de la Constitution qui a prévu la couleur de l'Assemblée avant la révision constitutionnelle? Si oui, dites-le moi. Parce que ce qui est important, c'est ce qu'ont prévu les tests. Il y a la loi,
il y a l'esprit de la loi. C'est pas ça l'esprit de la loi. On parle aussi de la configuration politique de l'Assemblée nationale, la minorité, la majorité et les pratiques républicaines, en tout cas depuis une trentaine d'années dans notre pays, on fait en sorte qu'à l'Assemblée nationale, il y a quand même des voix dissonantes, toutes les sensibilités sont représentées. Et on parle quand même de la révision de la Constitution. Pourquoi ne pas faire en sorte que les Constitutions élaborées dans un contexte de consensus national soient également révisées pour une première fois, pas effectivement toutes les couches qui composent la société béninoise. Vous posez plusieurs questions à la fois. Oui. Lorsque vous me parlez de la question du consensus, vous savez, il y a plusieurs définitions de consensus, plusieurs. Et la principale, c'est la définition constitutionnelle elle-même. C'est-à-dire que dans notre Constitution, il a été dit que pour réviser la Constitution, article 55, si vous ne voulez pas aller au référendum, il faut obtenir un large consensus à l'Assemblée nationale de 4/5. C'est ça la définition constitutionnelle du consensus. 4/5. Au départ, et c'est toujours dans la Constitution, ça n'a pas été modifié. Sauf qu'après, on a eu la décision de la Cour constitutionnelle qui n'avait pas été expliquée. À l'époque, moi je me souviens très bien, puisque j'étais acteur en 2006, quand les députés ont décidé de modifier l'article 80 pour faire passer leur mandat de 4 ans à 5 ans, qui est-ce qui s'était plaint? C'était l'exécutif. C'est nous qui avions, moi j'étais conseiller du chef de l'État, c'est nous qui avions saisi la Cour constitutionnelle. Et donc, lorsque la Cour parle à ce moment-là de consensus, c'est parce qu'il n'y avait pas eu entente entre l'exécutif et le législatif. Si l'exécutif ne s'y était pas opposé, ce serait passé comme une lettre à la poste. Comme une lettre. Et là, on aura assisté à une première révision. Oui, mais sans compter que il y a eu plusieurs révisions de notre Constitution, comme j'ai dit, les révisions de fait par la Cour constitutionnelle. Donc, c'est pas ça le drame, en fait. Et donc, comme je vous dis, moi-même, si vous avez bon souvenir, j'avais pris position pour solliciter du président de la République qu'il fasse quelque chose pour que tout le monde, y compris les opposants à l'époque, malgré la version officielle, que je pouvais comprendre. Oui. Je considérais qu'on pouvait faire un geste. J'avais proposé l'utilisation de l'article 68. Bon. Mais une fois que c'est passé, on prend acte et on avance. On prend acte et on avance. Donc, dans la Constitution, il a été dit nulle part que s'il n'y a pas une opposition à l'Assemblée, on ne révise pas. Donc, les questions liées à la légitimité deviennent des questions hautement politiques. Alors, il y a le professeur, et moi, je les respecte. Il y a le professeur Olo, devant 2 fois membre de la Cour constitutionnelle, ancien président de la Cour constitutionnelle, professeur titulaire de droit constitutionnel, ancien ministre, tout ce qu'on veut, et qui dit dont la voix compte, dont la voix porte sans doute dans ce débat, et qui estime que la Cour constitutionnelle, dans un contexte où à l'Assemblée nationale, toutes les sensibilités politiques ne sont pas représentées, c'est à la Cour, il revient à la Cour d'arbitrer, de procéder à un certain nombre d'arbitrages, ce qui n'a pas été le cas, et il le dit sans doute tenant compte du contexte dans lequel la Constitution a été révisée, qui a permis la prorogation 45 jours, qui a permis tout un tas de choses, le parrainage, etc. Comment vous réagissez à cette position, professeur? Mais je pense que le professeur Olo a le droit de prendre position dans un débat public, même si j'ai dit qu'il nous avait plutôt habitués à la discrétion et à l'obligation de réserve. Si vous avez bien écouté le professeur Olo, il a également dit qu'il y a eu révision, même contestée. Il a dit. Oui. Pour la petite histoire, j'avais écouté la bande avant de venir ce matin à l'émission. Donc il a reconnu. Par contre, il y a beaucoup qui ne reconnaissent pas encore la révision. En fait, c'est ça le vrai débat. Parce qu'ils estiment que l'Assemblée n'était pas légitime pour le faire. Ce n'est pas une question de légitimité de l'Assemblée. Ça n'existe nulle part dans la procédure. Est-ce que ce n'est pas aussi la procédure utilisée pour réviser la Constitution? La procédure d'urgence. Ça posait quoi comme problème? J'ai entendu ça. Ouais. J'ai même entendu le professeur. Des chercheurs disent qu'on ne peut pas réviser une Constitution nuitamment. Non. Procédure d'urgence, ça ne veut pas dire nuitamment. Oui. La procédure d'urgence est prévue par la procédure par le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale a dans son règlement intérieur, au titre 3 des procédures législatives,
notamment les procédures ordinaires. Et dans les procédures ordinaires, il y a des étapes, notamment la discussion de la procédure d'urgence. En fait, je pense que là aussi, on a dépeint les choses abusivement en noir. La procédure d'urgence, c'est quoi? En un mot simple, ça veut dire priorité à la loi qu'on vous amène. L'Assemblée nationale a sur sa table, le président il a sur sa table un lot de projets et de propositions de loi, et il y en a certaines parmi elles qui, pour des raisons d'intérêt particulier, soit pour les auteurs gouvernementaux ou soit pour les auteurs, les initiateurs parlementaires, veulent qu'on arrête tout et on fait ça et on avance. C'est ça en fait la procédure d'urgence. Ça n'est rien d'autre. Parce que quand vous regardez toujours le règlement intérieur dans les procédures législatives, vous avez au chapitre 3 les procédures spéciales. Il y a une procédure consacrée. Il y a, je crois, à peu près 5 procédures spéciales. Il y a une procédure consacrée au référendum, une procédure consacrée à la révision de la Constitution, une procédure consacrée aux lois organiques, une procédure consacrée à l'état d'urgence, etc. Il y en a 5 à peu près. Et donc, quand les députés ont à intervenir, ils vont dans le chapitre qui les concerne, qui concerne le sujet. Et dans le chapitre qui concerne la révision de la Constitution, il n'a été dit nulle part, je mets quiconque au défi de sortir la disposition sur les lois, la révision constitutionnelle, qui ne comporte d'ailleurs que 2 articles, je dis même 2, un article, mais en 3 tirés. 99.1, 99.2, 99.3, qui le reprend de façon quasiment identique, à quelques différences près, les mêmes dispositions que les 3 articles prévus dans le titre 11 de la Constitution qui prévoit la procédure de révision. Donc, l'Assemblée nationale n'a rien d'autre à faire que d'appliquer ce qui est dans la Constitution. Or, dans la Constitution, il n'a jamais été dit qu'on ne peut pas, à l'Assemblée nationale, à l'occasion des discussions, utiliser la procédure d'urgence. Donc, tant que ce n'est pas écrit, on ne dit pas qu'il y a vice de procédure. On ne dit pas que c'est illégal. Illégal, c'est contraire à la loi. Vice de procédure, c'est contraire à la procédure prévue. Il n'a jamais été question de ça. Donc je ne sais même pas d'où sort le débat. C'est vrai que j'ai entendu également le professeur Olo dire ça. Et j'ai été surpris. Et le professeur Olo avait même est allé jusqu'à comparer aux lois organiques. Mais ce qu'il n'a pas dit, c'est que la procédure de la loi organique est prévue par la Constitution. Et c'est elle qui dit on ne peut pas débattre de ce sujet dans un délai de 15 jours après le dépôt. Il faut qu'il y ait 15 jours avec des contraintes particulières. C'est prévu par la Constitution. Donc si on ne le respecte pas, on viole la Constitution. Mais pour ce qui concerne la révision de la Constitution, qui occupe un titre, le titre 11, et qui a été repris par le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, il n'a jamais été dit qu'on ne peut pas utiliser la procédure d'urgence. Si les députés ou le gouvernement, l'initiateur en fait de la loi, du projet ou de la proposition, pensent que c'est important et qu'il faut tout à fait cessante que les députés s'en occupent, ils demandent la procédure d'urgence, c'est tout. Mais ça n'est pas illégal. Sinon, quelle compréhension doit-on avoir de l'article 155 de la Constitution qui dit, je vous rappelle ça dit ceci très rapidement, voilà, la révision n'est acquise qu'après avoir été approuvée par référendum, sauf si le projet ou la proposition en cause a été approuvé à la majorité des 4/5 des membres composant l'Assemblée nationale. Il y en a qui pensent que il faut aller au référendum obligatoirement pour que la révision soit acquise. Est-ce que c'est compliqué à comprendre ce que vous venez de lire? Il y a 3 articles, 3 petits articles. Le premier, article 154, il dit que pour que le projet ou la proposition soit recevable, il faut qu'il y ait une majorité de 3/4. C'est-à-dire, avant même qu'on ne discute du sujet, il faut que 3/4 des députés donnent leur avis. On n'a jamais exigé ça pour les lois ordinaires.
On n'a jamais exigé ça non plus pour les lois organiques. Et le deuxième article dit, une fois qu'on prend en compte, on parle de prise en compte, par les 3 quarts, maintenant, pour que la révision soit acquise, il y a 2 hypothèses. Et c'est là où je vous rappelais tout à l'heure la définition constitutionnelle du consensus. Le constituant originaire, donc le peuple, dit aux acteurs politiques, moi j'ai fait une constitution que je vous confie. Je ne vous autorise pas à la faire disparaître. Je ne vous autorise qu'une seule chose, c'est la modifier. Mais pour la modifier, il faut absolument que vous vous arrangez pour trouver un large consensus de 4/5. Et si vous ne le trouvez pas, vous revenez me voir. Référendum. C'est ça le référendum. Très bien. C'est en fait ça, comme ça il faut comprendre. Et sauf que le constituant ajoute, dans tous les cas de figure, il y a 3 révisions que je ne vous autorise pas à faire. Première, vous n'avez pas le droit de toucher à l'intégrité territoriale. Deuxième, vous n'avez pas le droit de toucher à la forme républicaine. Troisième, vous n'avez pas le droit de toucher à la forme laïque de notre État. Point. Tant que vous restez dans ça, le constituant vous l'autorise. Maintenant, c'est vrai qu'on peut complexifier le débat en rappelant qu'il y a eu des décisions de la Cour constitutionnelle dans le cadre de la procédure de révision constitutionnelle, qu'il faut donc tenir compte de tout ça. Mais à aucun moment la question, par exemple, dont on discute sur la procédure d'urgence n'a jamais été soulevée ni dans la Constitution, ni dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, qui d'ailleurs renvoie systématiquement à la Constitution. L'article 99.1 dit « Les projets et propositions de loi portant révision de la Constitution sont examinés, discutés et votés dans les conditions fixées aux articles 154 et 155 de la Constitution. » C'est-à-dire que même le député n'a pas le droit de sortir du cadre constitutionnel tel qu'il a été. Donc, je ne vois vraiment pas pourquoi cette histoire de procédure d'urgence crée autant de passion au point où, je le confesse, j'ai été étonné que le professeur Olo également l'évoque. Ce d'autant plus, je vous l'ai dit tantôt, je me répète, ce d'autant plus que lorsqu'il fait la comparaison avec les lois organiques, je rappelle que les lois organiques ont prévu déjà dans la Constitution le délai de 15 jours. Article 101, 100.1, 100.2 et suivant, ils le disent très clairement, c'est l'article 97 de la Constitution qui évoque les conditions d'adoption des lois organiques. À partir de ce moment-là, il ne revenait à l'Assemblée nationale que de la reprendre dans ses dispositions de règlement intérieur. C'est la doctrine. Comment est-ce que a-t-il pu méconnaître à ce point tout ce que vous avez évoqué, qui sont là, qui sont quand même, qui font partie des dispositions de la Constitution? Comment comprendre cette posture? Je ne vais pas me mettre à faire de l'explication du professeur Olo. Je ne sais pas. Puisque c'est quand même quelqu'un, je l'ai suffisamment rappelé dans ce débat, beaucoup de citoyens continuent de l'écouter, comme ils vous écoutent aussi. C'est tout au moins perturbant pour ces citoyens-là, lorsqu'on entend des personnalités sur rang se prononcer ainsi sur des questions très délicates, comme la révision de la Constitution, comme la prorogation du mandat, le parrainage. Ah oui. Si vous permettez, offrez-moi le plaisir de ne pas évoquer des questions. Je peux discuter les idées du professeur Olo, mais sans état d'âme. Mais pas parler de lui-même. Entre ces observations, la Cour constitutionnelle saisie, me semble-t-il, par un citoyen estime que son rôle, ce n'est pas de statuer sur le contenu de la volonté du législateur. Est-ce que à la lumière de cette décision de la Cour, l'ensemble des positions des décisions de la Cour, est-ce que vous les comprenez? Parce que beaucoup de citoyens aujourd'hui se posent des questions justement sur cette décision-là de la Cour constitutionnelle. Oui, ça peut se comprendre. De façon traditionnelle, la plupart des cours constitutionnels n'aiment pas connaître de la volonté populaire, c'est-à-dire une révision obtenue par référendum ou même constituant dérivé, c'est-à-dire l'Assemblée nationale. En principe, en général. En France, c'est le cas. Au Sénégal, c'est pareil. Dès l'instant où on considère
que la procédure prévue par la Constitution pour modifier la Constitution a été respectée, il ne revient pas à un organe tiers, notamment la Cour constitutionnelle, de revenir là-dessus. Voilà. Sauf que, c'est vrai, et le professeur Hulot a eu raison de le rappeler, nous avions eu un cas en 2007, où les députés en 2006 avaient modifié l'article 80 pour faire passer leur mandat de 4 ans à 5 ans. À cette occasion-là, notre Cour constitutionnelle s'est déclarée compétente pour connaître de la question parce qu'elle considérait que la modification n'ayant pas été faite par voie référendaire, mais par voie dérivée, et donc ils pouvaient le faire. C'était une opinion de la Cour. Est-ce que ça suffisait pour faire jurisprudence? Certains pensent que oui, mais en général non. Il aurait fallu que cela se répète au moins une deuxième fois. Et là, on a l'occasion que cela se répète. Mais la Cour dit non. Moi, je préfère adopter la position de la France, de la Cour du Conseil constitutionnel français ou du Conseil constitutionnel sénégalais, comme la plupart des autres cours constitutionnels. Dès l'instant où les procédures sont respectées, je pense qu'il ne faut pas toucher à la volonté populaire, même dérivée. C'est l'opinion de la Cour constitutionnelle. Moi, je prends acte. Moi, je me demande si j'avais été là-bas, ce que j'aurais fait, peut-être que j'aurais dit autre chose. Mais je comprends. Voilà. Venons au parrainage. Le parrainage qui a été également l'une des réformes introduites dans la révision de la Constitution. Est-ce que pour vous le parrainage c'est une très bonne option ou c'est une option, surtout en démocratie? En démocratie. Au contraire, il n'y a qu'en démocratie que c'est possible d'ailleurs. Donc c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est probablement qu'on dise quelles sont les conditions de parrainage. C'est tout. Le principe de parrainage existe dans beaucoup de démocraties. En France, on sait que depuis plusieurs années, toutes les fois où un candidat de l'extrême droite française, le Front National, devait être candidat, jusqu'à la veille des élections, elle avait des difficultés avec le parrainage. On finit parce qu'on considère que c'est une prérogative républicaine et que dès l'instant où il y a un candidat qui, dans l'opinion, après les sondages d'opinion, fait 15%, même 10%, il est légitime qu'il soit représenté dans le débat démocratique de la présidentielle. Donc en conséquence, des élus qui ne sont même pas de son parti le parrainent et puis il prend part aux élections. Donc c'est républicain. On a les parrainages en Côte d'Ivoire, on a le parrainage au Sénégal, on a le parrainage dans beaucoup de pays. Donc ce n'est pas antidémocratique. Au Bénin, ce qu'il faudrait expliquer à vos auditeurs, c'est que nous avons fait un parcours du système partisan qui est totalement le contraire de ce que les autres ont fait. Nous sommes le seul pays démocratique au monde, je dis bien au monde, où aucun candidat de parti n'a jamais gagné une présidentielle. Jamais. Vous allez au Nigeria, vous ne pouvez pas être président si vous n'êtes pas d'un parti politique. Vous traversez le Bénin, vous rentrez au Togo, vous ne pouvez pas être président si vous n'êtes pas d'un parti. Vous allez au Ghana, pareil. Vous allez en Côte d'Ivoire, pareil. Libéria, Sierra Leone, vous montez au Sénégal, vous faites le Niger, le Mali, le Burkina, pareil. Ne parlons même pas de pays de vieille démocratie, c'est juste impossible. Sauf par temps de crise. Mais sinon, la règle, elle est là. Sauf que chez nous, depuis 1991, la règle a été qu'un individu se lève, phagocyte les acteurs politiques et passe. Ça a toujours été comme ça. Donc, on a pu expérimenter les conséquences de ces pratiques-là, aussi bien sur la gouvernance politique que sur la gouvernance économique. Sur la gouvernance politique, pour ceux qui sont des acteurs depuis des années, vous le diront très bien. À l'Assemblée nationale, jusqu'à une date récente, nous avions quasiment 80% d'opérateurs économiques. Et quand ils sont à l'Assemblée nationale, c'est d'abord pour défendre leurs intérêts, alors qu'ils sont supposés être les députés de la nation. Il y a plein d'exemples dans ce pays qu'on peut citer. Plein d'exemples. De la même manière, sur le plan de la gouvernance politique, lorsque les intérêts ne sont pas garantis, ils se coalisent à l'Assemblée nationale et ils créent des problèmes à l'exécutif puisqu'il est venu tout seul, il n'a pas de majorité et il doit se battre pour le faire. Donc à un moment donné,
on a pensé qu'il fallait arrêter tout ça, qu'il fallait l'inverser. Vous savez, moi, pour la pratique que j'ai eue du pouvoir, il y a des gens qui ont promis, qui ont apporté le soutien d'un seul député au président Yahi Boni, mais ont exigé en retour un poste de ministre, un poste de préfet, puis un poste de chargé de mission. Et c'est bien connu. Bon. Du coup, le président devient l'otage des députés qui sont là avant qu'ils ne viennent et qui n'a pas fait nommer. Donc cela a un impact négatif sur la gouvernance, aussi bien politique que économique. Et c'est ça qu'on a voulu corriger, en disant désormais, il faut remettre les partis politiques au cœur de la vie politique. Et en les mettant au cœur des partis et de la vie politique, il y a eu un ensemble de mesures qui ont été prises pour cela. Entre autres mesures, il y a par exemple le renforcement de la création des partis politiques. On ne les a pas supprimés, on n'a pas interdit, on n'a jamais dit que le multipartisme n'était plus intégral, on n'a jamais dit ça. Par contre, on a rendu les conditions de création plus difficiles. Vous ne vous enfermez plus maintenant dans votre voiture et dans votre coffre avec le dossier pour dire j'ai un parti. Désormais, vous avez des obligations de présence physique. Non seulement ça, on a pris une nouvelle loi sur le statut de l'opposition, on a inversé le programme, le calendrier électoral. Je vous ai dit tantôt que désormais les législatives et les communales auront lieu en janvier, donc 3 mois avant, et c'est eux qui vont poursuivre leur campagne jusqu'à la présidentielle. Donc, dans ces conditions-là, il est normal que le parrainage également soit ajouté aux critères d'éligibilité. Tout ça pour renforcer le rôle des partis. Et donc il faut toujours avoir présent à l'esprit que l'ensemble des mesures concourent à une seule chose, renforcer le système. Vous avez rappelé tout à l'heure que nous faisions l'objet d'une exception extraordinaire, puisque nous étions pratiquement le seul pays du monde où les choses étaient faites différemment. Mais les habitudes ont un peu dur. Est-ce que nous étions préparés? Est-ce que le personnel politique était-il préparé pour assimiler tant de changements en un temps record? Parrainage, élection générale à moyen terme, ainsi de suite. Est-ce que peut-être il ne faille pas échelonner ces changements-là? Peut-être que oui. Peut-être que oui. Il n'y a aucune raison de dire non. Parce que probablement, si on l'avait fait, il y aurait eu une plus grande adhésion, mais aussi probablement que si on avait ralenti, on n'aurait jamais avancé. Donc là, on est dans le cas où on a chemin. Mais sinon, je suis tout à fait d'accord avec vous. Peut-être qu'il y en a eu beaucoup à la fois et qu'il y a un problème de digestion ou d'indigestion par les acteurs. Mais après, comme je dis, il faut travailler à les expliquer, c'est l'objet de ce que nous faisons aujourd'hui, expliquer que ce n'est fait contre personne, que c'est pour améliorer le système, parce que c'est vrai, par exemple, l'histoire des parrains aujourd'hui. Oui, certains partis de l'opposition, je dirais, certains partis de l'opposition n'ont pas des élus de leur parti. Mais rien ne dit qu'aux élections de 2023, ils n'en auront pas. Et le système sera là. Donc, est-ce qu'on attend 2023 ? Et si en 2023 on vous dit qu'ils n'ont pas eu assez... qui gardent le mal en passé. Voilà. Donc je pense qu'il y a beaucoup plus un travail de pédagogie, un travail d'explication à faire, leur expliquer que rien n'a été fait contre eux, mais que c'est dans l'intérêt du système parce qu'ils se sentent exclus, parce que l'ensemble des parrains appartiennent à la même obédience politique. Mais qui est des fonctions républicaines. Oui, c'est pour ça que je vous ai donné tout à l'heure l'exemple de la France. Après, on sait. Mais non, ça n'a pas encore eu lieu. Oui. Attendons de voir ce qui va se passer là, à la prochaine élection. Il y a, là, sinon vous allez toucher à dans le débat en cours, il y a un parti politique au moins détenteur d'ailleurs de plus gros lot de parrains qui a dit clairement que ces élus ne parraineront que des candidats issus de partis politiques, portés par des partis politiques. Ça fait une autre exclusion, ma foi. Non, puisque je vous dis que l'esprit de la réforme, c'est le renforcement du système partisan. Ouais. Donc le UP, parce que je crois que c'est de ce parti qu'il s'agit, disent qu'il va parrainer des candidats appartenant à des partis, c'est déjà une ouverture.
Elle n'a pas dit je ne soutiendrai que le candidat UP. Il n'a pas dit ça. Donc c'est déjà une ouverture. Et vous savez aussi qu'il y a eu ce débat. Les candidats qui n'ont pas de parti. Il y a les candidats qui n'en ont pas. Oui, c'est vrai. Mais ça ne les empêche pas. Une fois de plus, la réforme n'est pas à l'exclusion, mais au renforcement du système partisan. Vous verrez dans l'espace ouvert par ce système partisan des individus, des candidatures autonomes, si elles se comportent bien, si elles arrivent à convaincre des élus, pourront obtenir des parrainages. Donc ça n'est pas impossible. Ce qui est certain, c'est que de façon formelle, il est possible d'avoir jusqu'à 10 candidats. Parce qu'il y a à peu près 160 et quelques parrains et on a dit qu'il faut le 10e. Le 10e, ça fait 16. Donc ça fait à peu près 10 candidats possibles. On n'a pas 10 grands partis pour l'heure. Donc il se pourrait très bien que des candidats indépendants s'ils faisaient une bonne campagne de sensibilisation, de persuasion de ceux qui ont les titres de parrainage, il se pourrait très bien qu'ils aient des candidats. Donc moi ce que je veux dire c'est que c'est inutile de faire des procès d'intention. C'est inutile de faire aussi de la suspicion. Le jeu est lancé, attendons de voir comment ça va se dérouler. Une première fois, une deuxième fois, et puis après on tire les principaux enseignements. Vous savez, le système partisan... Est-ce qu'on arrive vers une élection présidentielle non inclusive? Mais pourquoi vous ne voyez que ce risque-là? Pourquoi vous ne voyez pas la possibilité où il y a beaucoup d'autres candidats? Parce que justement, les élus auront intégré la conception républicaine de leur mission. Et c'est là où je vous dis que les acteurs politiques, eux, peuvent se le dire, parce qu'il y a un problème de confiance à l'origine entre eux. Eux, ils peuvent. Mais l'observateur que vous êtes, et que je me permets d'être, ne peut pas se le permettre. Moi, je fais vraiment la différence entre le procès d'intention, entre les suspicions et les faits. J'attendrai de voir les faits et je vais les analyser objectivement. Et ma conviction, c'est que l'élection ne sera pas aussi exclusive qu'on le pense. Mais par contre, c'est vrai qu'on n'aura pas 30 candidats. C'est une certitude. Parce qu'on n'en aura que 10 maximum. On aura un bulletin unique moins chargé. Voilà. Donc l'opposition n'est pas fondée à exiger le retour à la Constitution de 90. Non, ça n'a pas de sens. Ça veut dire quoi? Est-ce que l'opposition ne reconnaît pas la révision? Mais bon, ça c'est politicien quoi. Il faut arrêter. Le pays avance. On a fait une révision. Il n'y a pas que l'opposition. Il me semble qu'il y a une institution africaine, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui nous enjoint au Bénin de tout annuler et de retourner à la case départ. Tout comme elle avait demandé à ce qu'on suspende les élections communales, ça veut dire quand est-ce qu'on allait les faire. Si on les avait attendues, je ne sais pas quand on aurait fait les élections communales, elles ne nous ont pas encore dit quand il faut les faire. Non, je pense que c'était une parenthèse de discrétion, mais en réalité, tout dépend de ce que vous demandez à la Cour. Elle vous donne en fonction de ce que vous demandez. Ah d'accord. Ce qu'elle nous a donné, c'est quoi? C'est ce qui est demandé. Mais la Cour nous enjoint d'avoir à retourner à la Constitution de 1990. Dans ces cas, qu'est-ce qu'on fait? Que fait le Bénin? Le Bénin a décidé de ne rien faire. Et le Bénin n'est pas le premier dans ce cas. Alors, est-ce que finalement, quelle est cette image, l'image que nous laissons lorsque la décision de la Cour s'enchaîne et qu'effectivement le Bénin adopte cette position-là? Est-ce que ça ne tâche pas aussi notre... Oui, d'une certaine manière. De toute façon, dire qu'il y a eu des décisions non exécutées n'a aucun impact sur l'image, c'est exagéré. Mais en même temps, il faut aussi, comme je dis, pour ces institutions-là, elles doivent également être préoccupées par leur propre crédibilité. En tout cas, alors je crois qu'il nous reste quelques minutes pour finir cette émission. J'ai envie de vous demander de votre position d'observateur, vous l'avez dit tantôt, comment vous observez les tractations en cours qui nous conduisent vers cette élection présidentielle, la toute première après les réformes politiques qui ont eu lieu. Comment vous observez, comment vous lisez ça de votre position? Mais écoutez,
je suis heureux de constater que les réformes s'intériorisent progressivement. Lorsque j'ai vu la contestation sur la charte des partis, il y a 1 an, voire 2 maintenant, 2019, et que les démocrates aujourd'hui ont quand même fait la formalité pour avoir le récépissé, je trouve que c'est bien. On a fait un saut qualitatif. Aujourd'hui, les élections communales également avaient posé quelques difficultés, notamment les questions de 10% pour être éligible à la redistribution des sièges. C'est entré dans les mœurs. Certains partis sont allés, n'ont pas eu les 10%, ont accepté le fait accompli. Et donc la 3e grande étape, ça va être la présidentielle. Je fais le pari que ça se passera de la même manière que les 2 précédentes. Le parrainage, c'est la dernière étape de la mise en œuvre de la réforme du code électoral. En tout cas, là, on est aussi dans la même posture que vous, d'observateurs, pour voir comment tout ça va se passer. Professeur Victor Prudent Tokpanou, on est arrivé au thème de cet entretien. Je voudrais vous laisser conclure. Ah oui, déjà. Oui, très bien. Non, je pense que... C'est un sujet que vous souhaitez aborder. Il y en aurait eu beaucoup, mais bon. mais non, je pense que il est important de continuer d'expliquer le sens des réformes. Moi, je m'y suis pleinement engagé parce qu'il ne vous aura pas échappé, vous ne l'avez pas dit dans la présentation, que j'ai été rapporteur général du dialogue national, où les grandes décisions ont été prises, et puis ensuite j'ai été dans le comité technique qui a transformé en test les grandes décisions. Je n'y ai vu à ce moment-là aucune envie, aucun désir d'exclusion de qui que ce soit. Je n'y ai vu que le désir de renforcement du système partisan. Donc je pense que malheureusement cet esprit a été complètement perverti. On fait croire que ça a été pensé pour exclure. Donc je crois que s'il faut qu'on aille au devant des choses pour continuer d'expliquer, il faudra le faire. Et je pense que le gouvernement aussi devrait continuer de le faire. De toute façon, le pays nous appartient à nous tous, et tout ce que l'on fait, c'est d'abord pour le pays, étant entendu que chacun passe. Alors, c'est sachant du pays, vous êtes divisé sur ces questions majeures. C'est quand même un peu bizarre. Pas du tout. Vous, le professeur Ivor, le professeur Salami, récemment, le patriarche Olo, pourquoi il vous est difficile, par exemple, d'accorder les points de vue sur ces éléments-là? C'est l'ordre naturel même des choses. La doctrine, c'est ce qui caractérise chaque enseignant. N'est-ce pas? Voilà, donc, on ne peut pas avoir les mêmes opinions et sans que cela ne soit une inimitié particulière. Non, par rapport au dialogue politique, est-ce que la chaise vide a pu créer des sales tours à ceux qui l'ont pratiqué, par exemple? De toute façon, je ne sais pas qui vous mettez dans ceux qui l'ont pratiqué. Ceux qui l'ont pratiqué, c'était essentiellement la DUD de Valentin Koudé. Les autres n'y étaient pas parce qu'ils n'avaient pas encore de récépissé, et puis je ne voyais pas le gouvernement aller dans une activité pareille en faisant venir des gens qui n'avaient pas de légalité. Maintenant que les démocrates, par exemple, ont leur récépissé, et les FCBE, etc., je pense que s'il y avait encore un autre dialogue demain, les démocrates seront naturellement invités sans que personne n'écrit au scandale. François Victor Prudent Tokpanou, maître de conférence en sciences politiques à l'Université d'Abou-Calavi, vous êtes rapporteur du dialogue politique national. Vous avez été. Monsieur, on continue d'aller dans le service après. Peut-être perçu vu comme ça, oui. Merci beaucoup. Merci d'être passé sur ce plateau. Madame Yaboussou, merci de nous accompagner. Merci de nous avoir suivis, chers amis téléspectateurs. Passez d'agréables moments devant Canal 3 Bénin. Au revoir.